Salam alaikum, bonjour. Je vous propose de parler aujourd'hui de désertification et donc forcément de lutte contre la désertification. Et je vous propose également d'aborder ce sujet de la même manière que nous l'avons fait avec les changements climatiques, à savoir pas seulement comme étant une thématique scientifique, mais vraiment avec un regard qui lui donne une dimension de véritable régime politique. Régime, ici, rappelons-le, qui signifie un ensemble d'idées, de pratiques, de conceptions, d'organisations, d'institutions et d'acteurs qui gravitent, s'animent, s'activent autour d'un thème commun, d'un radical commun. Ici, qui est la désertification et son principal corollaire politique, la lutte contre la désertification. Ce qui est assez intéressant à relever dès le début, c'est que quand en 1994, la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification va poser notamment la définition de la désertification, eh bien, selon les dires même de ces acteurs, de ces protagonistes du régime lutte contre la désertification, eh bien, c'est une définition qui va faire beaucoup plus consensus politique que l'unanimité scientifique. Il faut imaginer que quand en 1927, François Lavaudan, donc ingénieur forestier, va poser pour la première fois la terminologie désertification, eh bien, il va poser la première pierre d'un débat, d'un dialogue, d'une confrontation d'idées qui n'aura de cesse, en fait, de s'animer jusque 1994 et on ne dénombre pas moins de plus de 130 propositions de définition ou de modification de définition avant d'arriver à ce consensus politique de la définition posée par cette convention. Il faut par exemple se rappeler qu'en 1968, on a proposé, au lieu de désertification, plutôt le terme désertisation. Pourquoi? Parce que d'un point de vue en fait sémantique, le suffixe isation est beaucoup plus précis que celui de ification, car isation signifie transformer, une transformation, tandis que ification sous-entend, quand on va au plus profond de son étymologie, un retour à un état idéal, à un équilibre, comment dirais-je, primordial. Si on a choisi désertification pour peut-être des considérations de prononciation, c'est vrai que désertisation et désertification, ça n'a pas du tout la même sonorité et même connotation. C'est une vaste question, c'est une question auquel je ne saurais répondre. Le fait est que aussi, en 1975, un certain Lamprey a réussi à, pendant un court laps de temps, à imposer l'idée de l'avancée du désert, donc une expression qui malheureusement, si elle a été totalement réfutée par la communauté scientifique, eh bien, continue aujourd'hui à hanter un petit peu le discours public et souvent à créer certaines confusions, notamment celle qui réside à confondre l'ensablement, l'avancée du sable avec le processus de désertification. Donc elle a été totalement réfutée. Et si on devait résumer donc ce dialogue, on pourrait le résumer en deux grandes écoles, deux grandes tendances. La première est celle que l'on définit par l'expression man makes desert, c'est-à-dire que l'action anthropique est le principal déclencheur et agent d'aggravation de cette désertification. Tandis que d'un autre côté, et excusez mon accent Frenchy, il y a l'école de Irreducible Complexity qui, elle, préfère voir chaque phénomène de désertification comme un phénomène local précis qu'il serait très périlleux, en fait, de résumer par un modèle universel et donc les causes de chaque désertification sont à prendre quand même avec une certaine prudence et il serait difficile de toujours systématiser l'action humaine comme étant le principal agent déclencheur ou accélérateur de
cette désertification. Il y a eu également de longues discussions pour savoir si la désertification est un processus ou bien un état, si elle est irréversible ou réversible, et aussi donc si elle est d'origine climatique ou anthropique. Et au jour d'aujourd'hui, je le répète, si nous pouvons nous appuyer sur une définition qui fait consensus et qui a permis donc à tout un régime politique, scientifique, économique de s'activer autour de la notion de la lutte contre la désertification, eh bien, il reste encore, ça et là, parmi la communauté essentiellement scientifique, des voix pour remettre en question cette définition, ou en tout cas la trouver encore incomplète. Cette définition, elle est la suivante. La désertification désigne la dégradation des terres dans les sols arides, semi-arides et subhumides, sèches, par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines. Si vous le permettez, j'aimerais me pencher sur certains termes, préciser certains termes. Par exemple, quand on parle ici de dégradation des terres, il faut comprendre que ici terre ne signifie pas seulement sol, mais inclut les sols, mais aussi la faune, la flore et d'autres éléments. Car on pourrait penser par exemple terroir, terre, sol. Et quand on parle de variation climatique ici, variation climatique en langage donc de ce régime de la désertification ou régime onusien, eh bien variation climatique signifie donc des variations qui sont naturelles, à l'opposé de changements climatiques ou dérèglements climatiques qui eux sont posés, en tout cas sous-entendus comme étant d'origine artificielle. Donc, si on voulait résumer ce processus tel qu'il est défini ici, il faudrait donc dire que d'abord, cela commence par la dégradation des végétaux. Cette dégradation des végétaux, elle va appauvrir le sol, elle va quelque part étioler sa capacité à produire de la vie, et en étiolant cette capacité, en l'affaiblissant, elle va le rendre vulnérable aux attaques de l'érosion, notamment du vent, mais surtout de l'eau. Et ainsi, cette érosion, quand elle va être accentuée, quand elle ne sera plus régulée par l'équilibre d'un sol, eh bien, elle va commencer à provoquer des conséquences, avoir des impacts qui vont, par exemple, de l'ensablement, mais bien d'autres encore. Et ces impacts vont avoir d'abord des conséquences, on va dire, locales, qui vont s'étendre au fur et à mesure pour aller, par exemple, jusqu'à la migration massive de certaines populations vers d'autres territoires qui leur seront beaucoup plus cléments, avec tout le lot, en fait, de bouleversements et de problématiques géopolitiques que cela pourrait entraîner. Il faut aussi réaliser que donc cette lutte contre la désertification est un sujet qui a été pris dès le début à bras-le-corps par l'ONU. L'ONU, vraiment, qui d'ailleurs, il y a eu vraiment un élément déclencheur en fait de cette prise de position qui a été la succession de sécheresses dans le Sahel qui a démarré, donc de grandes sécheresses cuisantes qui a démarré à partir des années 70 et qui a laissé à l'époque des images, qui a véhiculé à travers le monde des images de pauvreté, de misère vraiment insupportables et vraiment toute l'opinion publique a été vraiment touchée par les effets de cette sécheresse. Et ainsi, 1977, première donc conférence à Nairobi organisée par les Nations Unies qui a pour thème donc la désertification et la lutte contre la désertification. Puis 1991, lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement, eh bien de 1991, il va être aussi beaucoup question de désertification et là vraiment de poser le fait que l'action anthropique est au centre. En fait, donc l'action humaine a une grande responsabilité dans l'aggravation de ce processus. Puis, suite à la conférence des Nations Unies pour l'environnement et le développement de Rio, eh bien, en 92, eh bien, juste après, en 94, nous arrivons donc à cette ratification donc de cette convention
Convention qui fait partie d'un triptyque, donc de 3 conventions qui ont été instigées par l'ONU, à savoir celle sur les changements climatiques, sur la biodiversité et donc sur la lutte contre la désertification. Et quand l'ONU s'intéresse à ce sujet, dès le début, elle place la dimension de la lutte contre la pauvreté comme étant un des éléments essentiels de ce discours. Et en langage onusien, quand on parle de lutte contre la pauvreté, on parle aussi forcément de développement. Que ce soit un développement, celui de la croissance continue, ou bien un développement durable, il y a toujours, quand l'ONU parle de pauvreté, l'idée aussi de faire levier pour un modèle économique, le développement comme étant le principal rempart face donc à la pauvreté. Voici donc, quand on s'intéresse à à ce régime de la lutte contre la désertification de manière assez contemporaine, voilà ce qu'on peut en dire. Maintenant, je pense qu'il est toujours intéressant, quand on veut s'intéresser à un sujet, d'essayer d'aller un petit peu plus loin et de remonter un peu plus loin donc sur les origines en fait de ce concept avant même qu'il porte même le nom donc de désertification et donc aller bien plus loin que remonter le temps bien plus loin que 1927 et commencer tout d'abord par relever que déjà Platon, Pline l'Ancien et de nombreux auteurs antiques ont dénoncé les effets des incendies, mais aussi de pratiques agricoles malheureuses pour parler de la dégradation des sols. Et chez les Romains, pour le coup, ça a été vraiment un sujet qui a été très abordé, sachant même que l'histoire retiendra que un des facteurs du déclin de l'Empire romain aura été ce qu'on peut qualifier de crise de désertification, en fait, d'une désertification massive qui s'est étendue donc pas seulement dans le pourtour méditerranéen, mais aussi dans les terres colonisées d'Afrique du Nord et qui a pour origine une pratique intensive, une mauvaise pratique en fait agricole qui a dégradé les sols et provoqué en grande partie la ruine de l'Empire romain. Quand on parle de désert, d'ailleurs, il est important de revenir à l'étymologie de ce terme et à voir son évolution. Parce que donc désert, là aussi, nous allons convoquer les latins, en fait, puisque désert vient du mot desertus ou desertum, qui signifie, pour les latins, non pas un territoire vierge de végétation ou un désert de sable, mais surtout un espace inhabité. Et inhabité au sens de non cultivé, au sens de sauvage. Et quand on dit sauvage, pour les latins, ça veut dire silvicus, qui vient de la forêt. Et forêt, c'est ce qui est en dehors du fort. Et donc, ce qui est éloigné de la civilisation. Il y a vraiment cette dimension très importante. Et quant au Moyen-Âge, on va reprendre, le vieux français va s'inspirer donc de cette définition latine. Cette idée va perdurer encore très longtemps de, justement, qualifié de désert, avant tout un espace inhabité, un espace coupé de la civilisation, si bien que par exemple les moines ermites, quand ils voulaient partir dans des grandes forêts, pour la plupart du temps, donc se couper, un petit peu comme Merlin faisait, donc Merlin l'enchanteur de la chanson du roi Arthur, quand il voulait partir, donc la chanson du Graal, excusez-moi, il voulait partir s'isoler, il disait qu'il allait au désert. Fait très important aussi à retenir, désert pendant très très longtemps, au XVIe siècle par exemple, un désert ça voulait dire aussi une personne indigente, une personne pauvre, une personne qui n'avait pas d'héritage et on voit qu'ici, déjà la notion de désert, elle est associée à la pauvreté. Alors aujourd'hui désert ça veut dire bien autre chose et j'ai pas le temps de développer mais en tout cas il faut savoir que un désert ça n'est pas forcément ce que nous pensons. Puisque, juste pour vous donner un petit indice sur la véritable définition du désert, il faut savoir que les deux premiers plus grands déserts au monde sont l'Antarctique et l'Arctique et non pas le Sahara. Car il existe aussi des déserts froids et la pluviométrie, en fait, joue un rôle très important. Et sachant que l'Antarctique
et l'Arctique ont des pluviométries, même si elles sont recouvertes par les glaces, même si elles contiennent la quasi-majorité des eaux douces de notre planète sous forme de glace, accusent des taux des taux de pluviométrie qui sont vraiment minimes, hein, de l'ordre de 20 mm par an, sachant que notre désert, ça commence à partir de 200 mm de pluviométrie par an. Donc, voilà pour le désert. Revenons-en maintenant à notre chronologie donc de la désertification en fait. Et là, on va se situer dans une période cette fois-ci entre 1660 et 1854, période où en fait dans les colonies européennes, notamment en ce qui concerne la France, dans l'île Maurice, en ce qui concerne l'Angleterre sur l'île de Sainte-Hélène, on va constater dans ces deux îles, en fait, on va pouvoir voir les effets de manière fulgurante, les effets néfastes et écocidaires de nombreuses pratiques, en fait, du système colonial et qui vont faire que, en fait, des déforestations massives vont être pratiquées et cela va avoir une influence énorme donc sur l'équilibre écologique de ces îles au point que donc à l'île Saint-Maurice, Pierre Poivre, intendant du roi, et en ce qui concerne les Anglais, ceux qu'on va appeler les chirurgiens de la Compagnie des Indes, en fait, donc qui étaient des médecins qui avaient à l'époque une formation très poussée en botanique et donc qui ont pris la responsabilité de gérer en fait et de s'intéresser, d'étudier à ces phénomènes de dégradation. Et là, les premières mesures d'écologie politique, avant même que le terme écologie n'existe, sont prises, des mesures de conservation sont prises dans les colonies, ce qui fera dire à Richard Grove, historien de l'environnement, donc qui relate un petit peu cette aventure dans son livre Les îles du paradis, il va lui donner comme sous-titre l'invention de l'écologie dans les colonies. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à ce moment-là, ce ne sont pas les autochtones, en fait, qui sont considérés comme coupables, mais ce sont vraiment le système colonial en lui-même qui est remis en question et qui doit être régulé. Et même d'ailleurs, ces deux acteurs, en fait, vont s'inspirer, en fait, des systèmes traditionnels autochtones pour justement repenser leur approche donc de l'économie coloniale. Maintenant, on va continuer donc ce voyage dans le temps et cette fois-ci, on va se rendre au Maghreb. On va arriver au moment donc où la colonisation du Maghreb et notamment plus particulièrement celle de l'Afrique commence à se mettre en place. Et là, cette fois-ci, c'est Diane Kate Davis, donc elle aussi historienne de l'environnement, elle aussi américaine, qui va en fait démontrer qu'il y a eu un véritable régime idéologique, donc un véritable lobby colonial qui s'est installé, qui a activé, lobby d'artistes, de scientifiques, d'hommes politiques, de militaires, d'entrepreneurs, qui ont imposé une mythologie écologique à la société française, mais aussi au reste du monde. Et cette mythologie était la suivante. L'Algérie, grenier de Rome, était pendant très longtemps une terre fertile, éminemment fertile, avec une végétation florissante, vraiment luxuriante. Et malheureusement, les pratiques agricoles des indigènes, donc qui étaient là depuis très longtemps, accentuées par l'arrivée des pasteurs arabes au XIe siècle, vont progressivement en faire un véritable désert. Et donc, quelque part, la France a le devoir de coloniser en fait l'Algérie pour sauver ce magnifique territoire et lui redonner sa superbe et donc reprendre la mission civilisatrice de Rome pour protéger l'Algérie, quelque part, des Algériens. Et notamment parce que leurs pratiques, donc je répète, pastorales et agricoles, sont totalement obsolètes et doivent être totalement remis à neuf, remis à jour. Et c'est ainsi qu'ils ont pu, et surtout, ils ont voulu et pu donc imposer la confiscation des terres à ces agriculteurs, à ces pasteurs, au nom donc d'une mythologie écologique et
aussi, ça leur a permis de développer comment dirais-je, une propagande de reboisement, vraiment, où vraiment il fallait absolument reboiser et surtout revégétaliser en fait l'Algérie avec des espèces d'ailleurs la plupart du temps exotiques, qui aura des impacts revégétalisation et repeuplement même aussi au niveau parfois même de la faune sauvage, qui aura eu vraiment des incidences assez impactantes. Et ce que Kate Davis remet en question avec beaucoup de pertinence, mais c'est notamment le fait qu'en fait, concrètement, ce mythe de l'Algérie grenier de Rome est totalement erroné, dans le sens où oui, l'Algérie, Rome lui a imposé ce rôle de grenier à blé, mais en aucun cas, elle n'a été à la hauteur des ambitions et des exigences de Rome. Et plus d'une fois, il y a eu, parce qu'elle est venue se servir de manière assez violente, il y a eu de nombreuses famines sur notre territoire. Et aussi, à savoir que l'aridité et la semi-aridité de notre territoire, d'une grande partie de notre territoire, date depuis des millénaires et depuis bien longtemps l'arrivée des Arabes. Et au contraire, nos ancêtres, donc les Berbères, ont depuis toujours réussi à vivre en totale intelligence avec la nature, donc résiliente de notre végétation, de notre faune, et avec des systèmes d'organisation sociale qui n'étaient peut-être pas techniquement efficace comme le concevait la colonisation française, mais par contre qui était producteur d'un équilibre écologique et d'un équilibre social qui avait permis donc à nos ancêtres de plus que survivre, mais véritablement de vivre en harmonie avec leur environnement. Donc, aujourd'hui, quand on me parle de lutte contre la désertification, ce qui m'intéresse quand je vais sur le terrain, c'est essayer de voir donc si quand je lis souvent, je vois la responsabilité, en fait, je retrouve cette idée de la responsabilité de l'autochtone. Et moi-même, j'ai longtemps lutté dans ma région contre les agriculteurs de ma région qui ont largement contribué à la désertification galopante de ma région. Eh bien, quand je l'ai constaté aux quatre coins de l'Algérie, au fur et à mesure, j'ai compris quelque chose. C'est qu'au final, ces autochtones, eh bien oui, effectivement, ils ont une part de responsabilité. Mais cette responsabilité, elle est surtout celle d'avoir été complètement pris, submergé par un autre régime, celui que j'appellerais le développement durable, un régime vraiment productiviste, extractionniste, un régime vraiment qui place l'économie non plus comme une éthique du bien commun, mais vraiment comme la propagande du bien privé, eh bien, de l'intérêt privé, eh bien, j'ai constaté qu'en fait, ce qui était, quand on me parlait de pauvreté, il y avait quelque part quelque chose qui ne collait pas, parce que la plupart des endroits en Algérie où j'ai vu la désertification s'installer, il faut bien réaliser qu'en Algérie, la désertification, c'est pas juste le désert qui avance et qui remonte, hein, et qu'on va bloquer juste avec un barrage vert, hein. Il faut comprendre qu'elle s'installe partout. Partout, je l'ai vu dans les montagnes, sur le littoral, dans les hauts plateaux, là où je suis allé, j'ai vu le développement durable l'installer. Eh bien, la plupart du temps, en ombre chinoise, il y a d'autres acteurs qui s'enrichissent énormément, qui deviennent riches et qui ont les moyens, et c'est justement avec cette richesse, qui ont les moyens d'accentuer, d'aggraver cette désertification, et qui n'ont aucune responsabilité, non seulement écologique, mais aussi, je serais tenté de dire, anthropologique, aucune responsabilité vis-à-vis des générations présentes, futures, et aucun respect pour le travail des générations passées. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que aujourd'hui, dans notre position, dans ce régime donc de la lutte contre la déforestation, excusez-moi, contre la désertification, doit être beaucoup plus responsable que celui que nous avons à l'heure actuelle. Aujourd'hui, il faut comprendre que par exemple, la nation qui est proportionnellement la plus touchée par la désertification, ce sont les États-Unis. Et les États-Unis, plus d'une fois, ont résolu des problèmes donc liés, par exemple, prenons l'exemple en Californie, quand il y a eu à un moment la rouille qui a attaqué une variété d'orge locale, eh bien, ils ont réussi à économiser des millions de dollars en allant puiser dans le patrimoine génétique de l'Éthiopie pour ce faire. Et ce n'est pas le seul cas.
Quand nous voyons par exemple aussi qu'en Israël, vous avez l'Institut Blonstein, qui est un institut de renommée internationale, mondiale, qui arrive à polariser une grande partie des savoirs sur l'adaptation donc au désert, sur justement les cultures dans les zones arides et semi-arides, pour le meilleur comme pour le pire. Mais voilà, eh bien on se dit que en fait aujourd'hui, et qu'on sait aussi, excusez-moi, que depuis les années 70, depuis la fin des années 70, tout a été dit, tout a été pensé concernant la désertification en Algérie. Nous avons des experts de renommée internationale qui aujourd'hui sont quelque part relégués à des postes de placard ou de représentation et qui collaborent beaucoup plus à l'échelle internationale pour aider à régler des problèmes en fonction justement des savoirs, en fonction de la nature, de notre biodiversité, mais aussi de nos traditions ancestrales. Eh bien, il faut comprendre qu'il y a d'autres nations aujourd'hui qui prennent ce patrimoine, ce capital, là où nous, en fait, un peu à l'image de ce que nous faisons avec nos déchets, eh bien, nous les considérons comme des déchets et non pas comme une valeur ajoutée. Or, il y a vraiment, si aujourd'hui l'Algérie et le Maghreb en général s'associaient pour travailler vraiment sur la notion de désertification, donner les moyens scientifiques, institutionnels, financiers, socio-économiques réels pour aborder ce sujet en profondeur et pour en faire un capital à la fois économique, géopolitique, écologique, social, culturel, qui pourrait nous placer justement comme étant une grande nation, non seulement dans le régime du changement climatique, mais aussi dans la lutte contre la désertification et encore plus dans l'intelligence du désert, dans l'intelligence de la résilience, dans l'intelligence d'une nouvelle modernité qui sera cette fois-ci non pas seulement importée, mais créée aussi autour de nos identités les plus primordiales et qui nous permettront, nous, Algériens et pays du Maghreb, d'être non seulement beaucoup plus authentiques et donc utiles à nous-mêmes, mais aussi au reste de l'humanité. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.